déplacé. Premièrement, je voudrais vous féliciter pour ce magnifique film. Très prenant, très envoûtant, enfin, on est vraiment dedans, c'est vraiment impressionnant. Et deuxièmement, ma question c'était sur les personnages annexes du film. En fait, pendant le procès, toutes les personnes qui viennent témoigner, etc., on sent qu'ils ont des questions et des remarques très véhémentes envers Sandra, etc. Je veux savoir pourquoi vous avez choisi ce parti pris alors que ces personnes sont censées être entre guillemets impartiales dans le procès et qu'elles sont uniquement censées venir témoigner, notamment votre personnage. J'ai pas entendu notamment votre personnage. Ah oui, c'est si véhément, c'est ça? Oui. Les avocats généraux sont souvent quand même assez véhéments. Ah oui. Le psy, pensez au psy par exemple, oui, qui en rajoute un peu une couche. Oui, mais en fait, c'est vrai que c'est le moment, le procès, c'est le moment où effectivement il y a quand même pas mal d'altérité. Et je pense que je trouve, ça après c'est aussi un processus d'écriture. Je pense qu'il y avait un plaisir jubilatoire à aller vraiment déployer quelque chose de très violent aussi contre elle pour l'accuser, parce qu'il n'y a pas tant en fait de preuves contre elle. Donc je pense qu'il fallait aussi y aller dans ce sens-là. Moi, je pense que le film est un match. C'est un match à la fois privé quand il s'agit de la dispute filmée, mais c'est aussi un match civilisé, avec des mots plus, on va dire, des mots qui seraient censés être plus classe, plus civilisés, mais qui sont tout aussi violents en fait dans l'ensemble du procès. Et il fallait que ce match continue. Je pense que le match, il devait quand même, tout l'ensemble du procès, ça dure un temps. Il fallait quand même qu'il y ait quelque chose. Voilà. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est que tu disais tout à l'heure, c'est que quand on n'a rien à faire dessus là-dedans, il y a un effet loupe du procès qui fait effectivement qu'on grossit une image pour essayer d'y voir quelque chose, pour essayer d'y trouver quelque chose. Et si on n'y trouve rien, on va contourner cette chose pour essayer d'analyser et de donner un avis, en fait. Et c'est ce que tu fais un peu, Antoine, dans le procès. C'est-à-dire que tu n'arrêtes pas de contourner pour essayer de... Non, t'es pas d'accord? Si, non, mais je pense qu'il a aussi une intime conviction. C'est-à-dire que c'est pas un avocat général s'il peut être beaucoup plus clément aussi. Je pense que vraiment, là, face au dossier, il est convaincu. Et donc, il fait tout ce qu'il peut pour partager sa conviction. Moi, je suis assez convaincu. Après, on s'est amusé à le faire sourire, à en rajouter. Enfin, je sais que c'était vraiment on s'est amusé aussi, c'est de la mise en scène, à un moment donné, à amener ce personnage en quelque chose de... Moi, je le trouve très sympathique. C'est vrai que c'est ça qui est intéressant, c'est de trouver... Enfin, pour moi, l'arrivée d'Antoine, c'est l'arrivée de l'altérité, du méchant, entre guillemets, dans le film. Et c'est le moment où, du coup, le rythme du combat commence, en fait. Et je trouve que le choix d'Antoine a été vraiment... moi, j'ai été totalement séduite. Il a fait un casting, en plus, hein. Donc c'est vrai qu'il a fait un casting et moi j'ai été tellement charmée parce que déjà il avait des tartines de texte à dire chaque jour, il avait 10 pages de texte par jour et avec lui c'était la seule personne qui a fait le casting où je me disais mais je ne sens pas le texte, il s'empare de cette partition et il s'amuse avec ça. Et c'est vrai que cette dimension de jeu, je pense qu'elle arrive vraiment avec Antoine et je pense que c'est un registre assez différent du reste du film et je trouve qu'il amène quelque chose de très... de très jubilatoire dans l'enfer, parce que c'est une forme d'enfer ce qui lui fait vivre. Mais je sais que Sandra, même hors prise, etc., souriait beaucoup et était très amusée, parce qu'elle ne s'attendait pas à ce point-là, à ce qu'il s'amuse autant de la situation. Une bonne partie de loup-garou, en fait. Ouais. Mais au départ, c'était une femme de 50 ans, l'avocate générale, donc c'était un petit combat pour essayer de convaincre... C'est vrai. C'est vrai qu'on a rajeuni... Mais non, mais dans la vraie vie, c'est vrai que souvent, c'était souvent des hommes, et des hommes plus âgés. Il y a aussi un truc où... Enfin, je sais pas... En fait, ce que je trouve intéressant, c'est aussi que finalement, l'avocat que joue Swan est pas hyper bon. Enfin, on sent, si je peux me permettre, on sent que c'est pas non plus un avocat des plus brillants, quoi. C'est son pote d'enfance, peut-être qu'elle aurait dû en prendre un meilleur. Et du coup, il y a aussi quelque chose que je trouve assez jubilatoire de cet avocat général est hyper dur, etc. Lui est... Ah oui, il est terrible. Non, mais non, je pense que c'est parce que Swan, quelque part, il y a le fait que Swan connaisse vraiment, et ça c'est un piège. Moi, j'ai l'avocat avec lequel on a travaillé, parce qu'on a travaillé avec un avocat qui nous a vraiment aidé à écrire le film, et c'est vrai qu'il nous avait dit le piège, c'est l'ami. C'est l'ami que tu défends. Et on se fait toujours piéger parce qu'on ne peut pas dire non à un ami. Il y a de l'empathie, en fait. Il y a de l'empathie, donc le fait qu'il la connaisse, ça le met dans une posture de plus grande fébrilité que toi, je pense. Voilà. Mais aussi, juste pour revenir à la question qui était pourquoi les personnages lui parlent comme ça, c'est aussi, ils ont chacun leur raison, et je veux dire, moi ça m'a pas choqué plus que ça, je veux dire, le psy, juste, il a parlé avec Samuel, et
il y a la vision de Samuel Cassandra, l'enfant il doute de sa mère, enfin il y a tous les personnages qui lui parlent mal, ils ont leur raison de lui parler. Ok. Voilà, Milo est répondu. Court et efficace. Alors, le temps file, il reste peu de temps. Alors on va prendre une question de Brigitte et une dernière question dans le public. Et après il faudra se quitter. Il y a 5 questions. Moi j'avais encore une question sur la palme, parce que finalement on n'a pas plus parlé que ça, mais bon, voilà, déjà félicitations à nouveau. Applaudissements. Applaudissements, voilà. C'est la première fois qu'on reçoit une palme d'or au Club Allociné. C'est la première fois qu'on reçoit une palme d'or au Club Allociné, donc on est très fiers. Mais non, j'avais une question sur le côté peut-être un peu écrasant de la chose, parce qu'il y a le côté, voilà, on est sanctuarisé. Voilà, c'est ça. Et Juliette Ducournau avait parlé de ça en citant Soderbergh. Elle disait que après ça, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? En fait, il y a un truc un peu écrasant. Alors, ce qui est bien, c'est que ça n'arrive pas trop jeune non plus, par rapport à Soderbergh qui avait 25 ans, parce que Soderbergh, son histoire est dingue. Hein. Le type a quand même un chagrin d'amour, il écrit pendant 15 jours un film et il a la palme d'or. Là, l'histoire est écrasante. T'as 25 ans, ça te tombe dessus. Non, moi ça va, j'ai eu quelques temps pour vivre un peu, faire des films. Mais non, c'est extrêmement joyeux, évidemment, c'est le plus bel honneur qu'on puisse avoir. Enfin, moi, je suis hyper touchée, et puis je suis hyper touchée aussi pour mes comédiens. Je trouve que c'est un truc à partager qui est dingue, que j'ai jamais eu, enfin, évidemment pas de palme d'or, mais même, j'ai pas eu de prix, moi, depuis mon premier court-métrage. Donc c'est vrai qu'il y a eu 10 ans sans rien, donc c'est assez joyeux. C'est aussi, il y avait un plus beau truc qui arrive après 10 ans de rien. Mais non, c'est évidemment très, très, très joyeux, et puis c'était super beau aussi là, de le recevoir de la part aussi de Julia, mais c'était pas la seule dans le jury, de Julia, la deuxième palme d'or. Et femme, pardon, excusez-moi. Et non, je suis très très heureuse. Après, c'est vrai que je vais essayer d'avoir une vie à peu près normale. Enfin, je ne me sens pas voilà, classée là-dedans. Je vais juste un peu plus voyager cette année, mais après, je pense que je vais continuer ma vie de cinéaste, quoi. Faire des films. Voilà, non, c'est très 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 joyeux, évidemment. C'est génial. C'est génial. Après, c'est vrai que c'est quelques tirs, quoi. C'est tellement... oui, c'est... Mais je me sens pas non plus écrasée par cette chose, je me sens plutôt portée, je trouve que c'est quelque chose de beau, quoi. Voilà, on a travaillé, ça fait 3 ans et demi qu'on est sur ce film, moi en plus, je le rappelle parce que vous ne savez pas, mais effectivement, moi j'ai quand même commencé par écrire ce film en disant, bah voilà, je fais mon film le plus radical, il n'y aura personne qui ira le voir, mais c'est pas grave, après je fais une série. Donc en gros, moi je suis partie dans l'idée vraiment que j'allais faire un film qui ferait 0 entrée. Donc on verra, peut-être qu'il n'y aura pas... Voilà, mais en tout cas pour l'instant, ça se passe plutôt bien, donc c'est chouette. Alors je crois qu'il y avait une dernière question ici, on est désolé... Ouais, bah désolé, j'espère que je vole pas une question. Choisis la bonne question. Pas du tout en plus. Non, il y a des choix de mise en scène vraiment très forts. Moi, ça m'a subjuguée, notamment après la découverte du corps, quand il y a ces espaces vides là, avec la musique très forte. Tu parlais d'improvisation, tu parlais de découpage très précis. En fait, est-ce que c'est des choses que tu as envisagées très tôt au moment de l'écriture? Est-ce que c'est des choses que tu façonnes petit à petit en fonction de choses qui arrivent sur le tournage ou qu'est-ce qui est de l'ordre de l'improvisation, qu'est-ce qui n'est pas? Et ces choix de mise en scène très forts et complètement décalés, je me suis demandé si c'était quelque chose de maîtrisé ou un génie. Oui, en fait, si tu veux, pour moi, c'était une obligation de préparer. Déjà, le film, à l'écriture, il y avait énormément d'intentions de caméra, justement d'intentions formelles. Le son était quelque chose de très important, on l'avait vraiment pensé dès le début. Et oui, je pense que quand tu fais un film qui s'inscrit quand même dans le genre, comme celui-là, c'est pas possible d'être naïf, de se dire voilà, rien n'a été fait avant moi. Non, tu arrives dans un endroit où quand même ça a été énormément investi. La découverte d'un corps, tu parles de ça, précisément cette chose-là. Moi je sais que quand on l'a écrit, on s'est dit putain, on a déjà vu ça 35 000 fois. Comment faire pour avoir l'impression de rentrer dans cette scène sans la subir comme une chose voilà, un peu ennuyeuse. Donc c'est vrai que très vite est venu le personnage du chien, l'idée de filmer à hauteur de chien. J'étais très inspirée par le film White Dog de Samuel Fuller, qui est vraiment pour moi une référence ultime en filmage comme ça. Je crois que les Travin existent à peine en fait. Non, le Travin, pas le Travin, pardon, les Steadicam, merci. Le Travin existe bien sûr. Et donc du coup, tous ces plans-là m'avaient beaucoup inspiré. Non, c'était extrêmement pensé dès l'écriture. Et après, comme justement il y a cette écriture qui est très précise, très pensée,
j'arrive sur le plateau et j'ai envie de casser aussi cette petite musique qui ronronne pour trouver de la vie. On joue, on travaille avec Milo, qui est un enfant à l'époque qui a à peine 13 ans. Non oui. Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'on avait fait de la préparation pendant plusieurs mois avant, on avait posé des scènes, notamment aussi avec Cynthia Hara. Oui, Cynthia Hara, qui est vraiment... Alors moi j'ai un poste en plus sur le plateau qui est assez rare en France, qui est un poste à la collaboration au jeu d'acteurs, qui avait vraiment pris en charge complètement Milo 3 mois avant le tournage. C'était beaucoup préparé, voilà. Et en fait, quand on arrive sur le tournage, ça va pas, et puis Justine casse, et puis il faut, et c'est vrai que, voilà. Commencer, il faut se mettre dans l'état, t'adorais dire ça. Enfin voilà, faut... Oui, c'est ça, c'est qu'on essaye de... Milo, c'est vrai que c'est un enfant, donc on est évidemment extrêmement vigilant, on travaille avec lui évidemment différemment d'un adulte, on fait extrêmement attention, et en même temps, on a cette exigence de jeu, on sait qu'on veut l'amener dans des états particuliers. Donc on a beaucoup travaillé à chercher ces états avant le tournage. Et après, c'est... moi, je suis plutôt connue pour faire beaucoup de prises. Donc voilà, oui, mais quand il y avait beaucoup de prises, il y avait aussi une grande part d'improvisation du coup aussi. De ce que, non, mais je veux dire, ça changeait tes avis entre la prépa et... Oui, un petit peu, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on a beaucoup cassé le texte, notamment pour toi, c'est vrai. Ouais. Non, pas du tout. Mais non, mais c'est vrai que moi j'ai toujours cette peur énorme au moment du tournage d'être dans des choses de très glacées. Enfin moi je voulais tout sauf faire un film glacé extrêmement théorique quoi. Donc il faut trouver la vie. Et c'est vrai que par exemple, je pense à toi Antoine qui a fait un travail extraordinaire avant le tournage. Il me l'a dit après parce que je me suis dit mais comment il fait parce qu'il était très armé pour ces scènes-là en fait de très. Je le redis mais c'était vraiment souvent par jour. Quand on fait un tournage, on tourne à peu près 4 minutes utiles par jour. Là, on était sur un registre beaucoup plus important parce qu'on n'avait pas assez de temps de tournage sur ces scènes-là, sur ces scènes de procès. Et on avait, on tournait 10-15 minutes utiles par jour. Donc, si vous voulez, ça allait vite. Et Antoine a fait une chose que je trouve vraiment intéressante, c'est qu'il a travaillé beaucoup en amont et il a transformé mes phrases. Enfin, tu peux en parler mieux que moi, excuse-moi, peut-être. En fait, moi j'ai l'impression qu'il faut toujours s'approprier le texte. Donc il y a un truc où, effectivement, même si c'est hyper bien écrit, si ça ne devrait pas partir de nous et si ça ne paraît pas au plus juste, c'est moins bien que si c'est un peu moins bien que ce qui est écrit à la base, mais on se le réapproprie. Donc il y a des endroits où j'essayais de. Mais j'ai l'impression que Justine a aussi une logique du chaos qui est assez bluffante. Non, mais c'est vrai, il y a un truc où c'est hyper préparé et en même temps, si ça rentre un tout petit peu, elle casse tout. Et c'est rare de voir quelqu'un qui, le matin, est capable de redécouper entièrement ce qui était prévu. Ça, c'est quand même assez bluffant. Je pense que je reviens toujours à cette chose-là, c'est que filmer un procès, c'est quelque chose qui a été fait énormément. Hein. Donc c'est vrai qu'il fallait trouver, moi je cherchais un ton spécial en fait au tribunal, et quelque chose de très réaliste et de très accessible aussi dans la façon de... Je voulais vraiment qu'il y ait une durée très importante de ce procès et ne surtout pas couper au montage. Et donc j'avais besoin d'être séduite dès le tournage très fort, quoi. Je pense que on n'a quasiment rien coupé du procès. Alors que voilà, le film faisait 3h30 en premier montage, on a coupé quand même 1 heure dans ce qui se passait avant. Et après, mais c'est vrai qu'au procès, ça a été... il y a quelque chose où on n'a rien lâché, quoi, vraiment. Et c'était chouette parce qu'il y a eu une espèce de communion, puis il y avait ce public qui était là, qui était très présent, et ça a été vraiment, enfin, pour nous tous, je pense, puis en plus il faisait 50 degrés, donc voilà, une situation aussi physique assez impressionnante, on n'arrivait pas à maîtriser l'aération de la pièce, donc on était tous dans un état particulier, quoi, ouais, surchauffant. Comme ce soir, on n'a rien lâché. Merci beaucoup à vous, en tout cas. Merci aussi pour vos questions. On rappelle la sortie du film. Merci.